Dans les titres de l'actualité ce jour, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du musée international du Vaudou à Porto Novo. C'est entre autres décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 28 septembre 2022. Le point assure dans cette édition. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont démarré ce jeudi 29 septembre 2022 au siège de l'institution. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui dureront 4 mois. Hors du Bénin, le mois de septembre a été rouge pour la Somalie. Le pays a en effet enregistré la sécheresse la plus alarmante depuis plus d'un demi-siècle, des milliers de personnes déplacées par la sécheresse. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du musée international du Vaudou à Porto Novo. C'est entre autres décisions prises en Conseil des ministres du 28 septembre 2022. La séance s'est tenue sous la houlette du président de la République du Bénin, Patrice Talon. Suivons le porte-parole du gouvernement pour les détails. Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du musée international du Vaudou à Porto Novo. Le site identifié pour la réalisation de ce projet, inscrit au programme d'action du gouvernement, est constitué, entre autres, d'un terrain se trouvant en bordure du boulevard reliant le pont de la lagune de Porto Novo à la place Bayol. Le démarrage des travaux étant imminent, les formalités administratives requises ainsi que les évaluations foncières et immobilières ont été accomplies aux fins d'identifier les personnes affectées par le projet et susceptibles d'être indemnisées. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre de la présente mesure. En point 2, réalisation des travaux de construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Le palais royal du Sinaboko est un patrimoine culturel et touristique majeur, mais qui se trouve dans un état d'exiguïté qui contraste avec sa réputation sous-régionale. De même, la place des fêtes qui accueille une foule à l'occasion des manifestations n'est pas suffisamment spacieuse pour favoriser le déroulement convenable des manifestations, au nombre desquelles les démonstrations équestres. C'est donc pour préserver ce patrimoine et en faire un véritable pôle touristique moderne que le gouvernement avait approuvé le projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme spécial de réhabilitation de la cité historique de Niki. Le dit programme comprend notamment la construction d'un nouveau palais royal sur un site de 20 hectares identifié à cet effet et destiné à devenir une halte essentielle du circuit touristique de notre pays. C'est pourquoi, à la suite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait déjà été réalisée, le Conseil a autorisé la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Les ministres concernés veilleront à la réalisation des travaux conformément au cahier des charges. En point 3, installation d'un système de production de passeports ordinaires biométriques à la direction de l'émigration et de l'immigration. Le dit système est doté d'une architecture moderne avec une capacité de production plus élevée, soit plus de 200 000 passeports par an, contre moins de 100 000 actuellement. En plus des passeports, des modules sont configurés pour la gestion d'autres documents de voyage, comme les visas, le sauf-conduit et les titres de séjour. En autorisant sa mise en place, le gouvernement entend fluidifier la délivrance de ces divers documents et mettre durablement fin aux difficultés que rencontrent les citoyens en cette matière. Les ministres concernés veilleront à la bonne exécution des termes du contrat avec le partenaire retenu. En ce même Conseil des ministres, il est décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin dans les secteurs de l'hydrocarbure, du transport aérien et maritime. La récente grève du transport aérien motiverait le gouvernement à anticiper sur ce projet de loi. Suivant ce commentaire de Grâce Avalibé.
La fameuse grève du transport aérien observée du vendredi 23 septembre au lundi 27 septembre dernier aurait pu être fatale pour le Bénin et pour tous les autres pays de la SECNA. Pas de vol en air, pas de contrôle aérien, pas de déplacement en avion, même à l'interne. Les visas, les billets d'avion sont retournés en poche. Situation favorable pour les pirates et les terroristes. Très astucieusement, ils pouvaient s'infiltrer dans les pays et renforcer le terrorisme. Au Bénin, à partir de 2021, des attaques aux frontières nord ont causé et continuent de causer plusieurs morts, notamment parmi les forces de défense et les gardes forestiers. La première attaque des djihadistes sur le sol béninois a eu lieu à Porga, dans la zone du parc national de la Pandjari. 2 militaires et un assaillant y ont perdu la vie. Et depuis, des politiques se mettent en place pour tenir tête au terrorisme en République du Bénin. Le lundi 11 juillet dernier, le Bénin et le Niger ont signé un accord de coopération militaire. Lors du récent Conseil des ministres tenu le mercredi 28 septembre dernier, un projet de loi portant transmission à l'Assemblée nationale d'une loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2022 veut réglementer l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Le projet de loi vise le secteur des transports aériens, maritimes et le secteur de l'hydrocarbure. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Cette modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Dans cette perspective, les dispositions du présent projet de loi visent à s'appliquer au secteur des transports aériens et maritimes ainsi qu'à celui des hydrocarbures. Sous la rubrique des mesures normatives, a été également adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut géographique national, IGN. Son adoption doit réglementer les secteurs, limiter les grèves et surtout empêcher l'action des terroristes dans les pays attaqués. Je l'annonçais dans les titres, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont démarré ce jeudi 29 septembre 2022 au siège de l'institution. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui dureront 4 mois. Il s'agit entre autres de l'organisation de la campagne médiatique des législatives de 2023. Précision dans ce reportage de Romaric Tossa et Pierre Akako. Durant 4 mois, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se penchera sur divers sujets relatifs à la vie des médias au Bénin. Le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, a ouvert de manière officielle ce jeudi 29 septembre 2022 les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. La première journée de cette session est en grande partie consacrée aux préparatifs de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est pourquoi nos travaux porteront d'abord en priorité sur 1. L'adoption du rapport introductif relatif au chronogramme des activités liées à la campagne médiatique des législatives de 2023. 2. L'étude et l'adoption de la décision portant création d'un cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 3. L'étude et l'adoption de la décision réglementant la pré-campagne médiatique des élections législatives de 2023. 4. Le point sur la procédure d'attribution de nouvelles fréquences, 3e phase, appel à candidature 2020. Comme vous le voyez bien, nous avons du pain sur la planche. Cela doit nous amener à nous mettre tout de suite et résolument à la tâche pour être effectivement au rendez-vous
des élections législatives et atteindre nos autres objectifs. Mais avant tout, comme au cours de la session précédente, le président de la HAC invite ses collègues conseillers à une collaboration active et diligente. Les hommes des médias sont également invités à jouer leur partition pour l'évolution de la presse béninoise. Chers professionnels des médias, en cette occasion solennelle, je voudrais une fois de plus vous inviter à continuer de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soient évités à tout prix. C'est en tout cas l'idéal auquel nous aspirons tous. Mon autre souhait est que nous nous donnons franchement la main pour la consolidation du partenariat qui nous lie, que nous le voulions ou non, afin que nous puissions consommer ce mariage pour le bonheur des deux parties. Dans tous les cas, l'entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble doit être poursuivie de façon soutenue pour l'efficacité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la déontologie, et pour le développement du Bénin, notre chère patrie. Pour rappel, une séance est prévue au lendemain de ces assises pour débattre des stratégies de gestion de la campagne médiatique dans le cadre des élections législatives prochaines. Un scrutin qui se veut transparent et apaisé. Et ce journal se poursuit. Ce mardi, le Bénin s'est aussi exprimé à la tribune des Nations Unies par la voix de son représentant permanent à l'ONU, Marc Herman Araba. Son discours s'est intéressé à la guerre en Ukraine, l'insécurité dans la sous-région ouest africaine et bien d'autres questions d'ordre international. On fait le point dans ce reportage de Kenneth Egawi. Le conflit russo-ukrainien représente une préoccupation majeure pour le Bénin. À la tribune de l'ONU cette semaine, le président de la délégation béninoise rappelle la menace pour l'ensemble des pays du monde et invite les pays en conflit à adopter des attitudes de dégel. En matière de paix et sécurité, premier pilier de l'action de notre organisation et au plan global, une action de notre part, de l'avis de ma délégation et conformément à la position clairement exprimée par l'Union africaine, appelle au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Aussi, exhortons-nous instamment les parties en conflit à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire. Au niveau sous-régional, Marc Herman Araba évoque les défis sécuritaires liés au terrorisme et à la piraterie maritime. Pour le Bénin, ces deux fléaux constituent des obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces obstacles, loin d'être des problématiques purement régionales, constituent une menace globale et appellent une réponse immédiate, cohérente et intégrée de la communauté des nations. Le développement de l'Afrique, le bien-être des peuples africains devrait aussi susciter de l'intérêt auprès des Nations Unies. C'est dire que la problématique du développement de l'Afrique, en tant qu'une des 8 grandes priorités des Nations Unies, doit continuer de faire l'objet de réflexions fécondes, comme cela a été le cas en juillet dernier, lors du dialogue de haut niveau sur l'Afrique organisé conjointement par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social. Il urge toutefois, en cette décennie d'action, que des actions concrètes et hardies accompagnent les réflexions afin que des solutions soient apportées aux préoccupations qui sont celles du continent africain. Le Bénin, pour sa part, s'est résolument engagé pour assurer à tous un minimum social commun en s'investissant sans relâche en faveur de la satisfaction des besoins vitaux de tous ses citoyens. La question du réchauffement climatique au Bénin, avec pour corollaire la désertification au nord et l'érosion côtière dans le littoral, représente un défi majeur pour le pays qui attend du soutien de la communauté internationale. Dans ce contexte,
Le Bénin fonde de grands espoirs sur la COP27 qui aura lieu en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte et en appelle à l'ensemble de la communauté des nations pour des discussions fructueuses et des résultats à la taille des enjeux et susceptibles de restaurer l'espoir. Face à ces multiples défis qui attendent le Bénin et les pays du monde, il appelle au renforcement d'un multilatéralisme inclusif et équitable pour tous. L'indépendance de la Palestine, la pacification du Sahara occidental sont aussi des questions sur lesquelles le représentant permanent du Bénin s'est adressé aux Nations Unies. Aujourd'hui, 29 septembre 2022, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du cœur. Cette journée est initiée par les Nations Unies pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Le thème de cette année est intitulé « Utiliser le cœur pour chaque cœur ». Quelles sont donc les maladies liées au cœur? Qu'est-ce qui peut être donc les causes et comment donc les soigner? Nous avons posé la question à un spécialiste. Reportage donc Kenneth Egaoui, Mathieu Soso. Le principal objectif de la Journée mondiale du cœur est d'attirer l'attention du monde sur les comportements qui permettent aux gens d'éviter les maladies cardiovasculaires. Il s'agit également de former les personnes sur la façon de gérer les risques potentiels liés au cœur, un organe vital. C'est comme une pompe qui va fouler et aspirer à la fois le sang et qui va permettre que ce sang-là puisse circuler partout dans l'organisme. Et donc son rôle est si important que si votre cœur s'arrête de battre, ne serait-ce que quelques secondes, vous le ressentez. Et au-delà de 2 à 3 minutes, la vie n'est plus possible. Donc c'est un organe extrêmement important dont il faut prendre soin d'une façon particulière. Plusieurs maladies peuvent affecter le cœur, dont les plus graves peuvent entraîner la mort. Il faut savoir qu'il y a certaines maladies qui sont congénitales, c'est-à-dire que c'est des malformations cardiaques avec lesquelles on est. À côté de ça, il y a les cardiopathies ou les maladies du cœur qui sont acquises, donc qui vont se déclarer tout au long de la vie de l'individu. Je veux parler par exemple de l'infarctus, ce qu'on appelle la crise cardiaque communément. Je veux parler de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension artérielle et de toutes ces complications, certaines maladies comme la péricardite, etc. Quand le mal n'est pas encore profond, il existe des recommandations qui permettent de le corriger. Les cardiologues conseillent de réduire la consommation de certains aliments. Diminuer la consommation de sel, c'est très important. Et quand on dit sel, on dit tous les aliments qu'on consomme d'habitude et dans lesquels le sel est caché. Le cube, Maggi, notre moutarde locale, le hafiti, le langouin, le poisson séché avec lequel on assaisonne parfois certains aliments. On dit souvent également qu'il faut il faut diminuer la consommation d'huile. Voyez? Et quand on dit huile, on dit le beurre, on dit les charcuteries, on dit même le lait entier. Il faut préférer les grillades aux fritures. Mais lorsque le cœur est gravement affecté, l'on est obligé de recourir à des solutions médicales. Et les traitements, c'est les médicaments, d'accord? C'est par voie orale ou bien par voie injectable. Parfois, on est obligé d'aller implanter une pile au niveau du cœur pour l'aider à battre de façon normale. Et dans des cas extrêmes, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert pour aller réparer ce qui a été endommagé, surtout au niveau des valves. Quand, par exemple, il y a une valve qui lâche, les médicaments seuls ne peuvent jamais résoudre ça. Il faut aller ouvrir et réparer la valve, voire même la remplacer par une autre valve artificielle. Quand il y a, par exemple, des artères au niveau du cœur qui ne conduisent plus le sang normalement et qui sont bouchées, il faut aller carrément soit les réouvrir avec un petit ressort pour les garder ouverts, ou alors il faut faire une chirurgie pour pouvoir créer de nouvelles voies par lesquelles le sang va passer à l'intérieur du cœur. Procéder à un contrôle régulier de la tension artérielle, faire un bilan sanguin chaque année, contrôler la glycémie rénale sont des comportements à adopter par chacun de nous pour s'épargner les maladies cardiovasculaires. Hors du Bénin à présent, au Nigeria, les inondations ravagent des terres agricoles. Des dizaines de milliers de fermes ont été submergées par l'eau. Retour en images.
Les inondations dévastatrices au Nigeria ont ravagé les terres agricoles à l'instar des récoltes des villages de l'état de Kano dans le nord du pays. Le déferlement a poussé des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Au moins 300 Nigérians sont morts et plus de 70 000 ont été déplacés. Des dizaines de milliers de fermes ont été submergées comme celle d'Adamou dans le village de Tiga. Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous aider. Nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider de faire preuve de compassion car nous avons vraiment besoin de soutien. Après les ravages causés dans les rizières, les décombres du pont emportés par la pluie ont ravagé les pâturages. Ce champ est devenu complètement stérile. Après la fin de l'inondation, le riz a été tué, une autre catastrophe s'est produite. Le pont a été emporté par la pluie, a déposé du sable et du bitume brisé, recouvrant tout le champ. Maintenant, nous n'avons même pas de champ pour planter des cultures. Des études menées notamment par la météorologie nigérienne prouvent que les pluies deviennent de plus en plus intenses. Celles-ci font en sorte que le processus du cycle naturel d'infiltration et de saturation des sols soit surpassé, les sols étant dégradés par l'action de l'homme. Nous avons eu la malchance de subir des inondations. Elles ont emporté le sable de la route et ont recouvert nos rizières. C'est le peu qu'il nous reste, par la grâce d'Allah, que nous allons récolter. Les pluies n'ont jamais été aussi destructrices. Le phénomène des inondations enregistrées au Nigeria a commencé avec les crues du fleuve Niger et s'est accentué ces dernières semaines avec les crues du fleuve du Cameroun. Avec les grandes pluies, les risques d'inondation sont d'autant plus importants. Et puis au Niger, les inondations ont provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts matériels après donc les pluies diluviennes qu'enregistrent plusieurs régions du Niger. La région de Tillabéri, déjà en proie à l'insécurité, est parmi les régions les plus affectées. Des villageois ayant perdu leurs habitations sont allés donc installer leurs maisons dans les champs en pleine brousse. L'État et surtout les ONG internationales s'attellent donc à apporter de l'aide aux sinistrés. Voici ce qui reste de Goguézé. Le village de la commune de Danchandou est presque balayé par les inondations provoquées par les fortes pluies qu'a enregistré le Niger cette année. Ici vivaient avant environ 3000 habitants. Aujourd'hui, c'est la désolation dans ce quartier devenu fantôme. 3 autres villages de la même commune ont connu le même sort avec des dégâts matériels considérables. Et dans le global, nous avons actuellement, les évaluations nous ont conduit jusqu'à plus de 2080 personnes sans abri. Et nous avons aussi plus de 400 ménages, maisons effondrées. Et à Danchandou, nous avons 40 villages administratifs. Et dans les 40 villages administratifs, les 36 villages sont en risque de l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement ici qu'il y a eu d'autres inondations de champs dans d'autres villages. Et aussi la culture n'a pas donné 100%. La culture aussi a été mal répartie dans l'endroit, dans le temps et dans l'espace. Des milliers de sinistrés sont logés provisoirement dans les écoles et mosquées. D'autres familles ont plutôt choisi de s'installer dans leur champ. Nous sommes venus nous installer ici dans notre champ, car l'inondation a détruit notre habitat au village. Nous avions défriché une partie de notre culture 2000 pour installer nos cases. Ce n'est pas de gaieté de cœur, car dans des conditions normales, l'on ne peut pas quitter sa maison pour venir s'installer en pleine brousse. Pour soulager ces villages meurtris, l'État et certaines ONG nationales et internationales sont venus au secours des sinistrés. On a aidé les populations déjà à s'installer en leur donnant des kits d'abri. Parce que, comme vous avez vu, vos images vont montrer plus que ce que moi je vous dis. Il y a beaucoup de destruction, beaucoup de maisons ont été détruites. Et on a donné le kit hygiène pour que les populations arrivent à subvenir aux besoins hygiéniques. Nous avons donné aussi le kit cuisine parce que quand les maisons se sont effondrées, les populations ont tout perdu. Et dans chaque famille, nous avons distribué des moustiquaires pour protéger les enfants et la famille
contre le paludisme. Parce que comme vous le savez, actuellement, nous sommes en plein pic palu au Niger. L'État nigérien, à travers ses services décentralisés, promet d'apporter du soutien aux populations à travers des distributions des vivres. C'est vrai, ils sont à l'abri. Ils ont reçu les aliments, mais c'est pas l'aliment, ce produit-là ne peut pas le ramener jusqu'à la fin de la récolte. Nous souhaiterons aussi d'ailleurs que ce tapis soit tapis en nourriture, mais il faut aussi retenir que beaucoup de champs ont été inondés. Donc pour eux, la saison est perdue. Et si la saison est perdue, on imagine bien la souffrance qui s'ensuit. Et là également, on souhaiterait en tout cas que cette population soit appuyée sur un long moment qui leur permettra de tenir jusqu'à ce qu'on arrive aux cultures de contre-saison, parce que là, ils vont pouvoir faire quand même des petits travaux pour subvenir à leurs besoins. Selon les chiffres des services de la protection civile du Niger, depuis le mois de juin, les inondations ont fait 159 morts, 185 personnes blessées, plus de 225 000 sinistrés et plus de 25 000 habitations endommagées, particulièrement dans les départements de Maradi, Zender et Tillabéri. Je l'annonçais dans les titres, le mois de septembre a été rouge pour la Somalie. Le pays a en effet enregistré la sécheresse la plus alarmante depuis plus d'un demi-siècle. Les milliers de personnes déplacées par des sécheresses. Images son. En septembre, la Somalie a été ravagée par la sécheresse la plus alarmante depuis plus d'un demi-siècle, forçant plus d'1 million de personnes affamées à quitter leur foyer. Mohamed et Isaac, tous deux aveugles, font partie des centaines de Somaliens arrivés dans la ville frontalière de Dolo, située à quelques kilomètres de l'Éthiopie. À Ufuro, nous n'avions rien à manger. À cause de la sécheresse, nous avons été obligés de faire le chemin jusqu'à Dolo. Nous sommes arrivés la veille. Sur notre chemin vers Dolo, il n'y avait pas d'ONG, ni aucune aide. Nous avons marché pendant une semaine entière, sans aucune nourriture et sans personne pour nous abriter. Nous avons déjà connu la sécheresse, mais jamais celle qui vous oblige à quitter votre maison. Le retour chez eux après la sécheresse sera difficile pour les deux hommes. La région d'où ils viennent est contrôlée par Al-Shabaab. Le groupe terroriste aurait rendu presque impossible l'accès à l'aide humanitaire dans toutes les zones qu'il contrôle. 300 000 personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique. Et beaucoup d'entre elles viennent ici. Cette section derrière moi n'était pas là il y a 48 heures. Chaque jour, des milliers de personnes affluent dans ces camps cherchant de l'aide. L'ampleur du problème est plus que palpable. L'Afrique de l'Est est la région la plus touchée par la sécheresse dans le monde, selon l'Agence des Nations Unies pour la désertification. Les prévisions indiquent que la 5e saison des pluies, actuellement en cours, ne sera pas au rendez-vous, tout comme la suivante. Les Marocains veulent d'une loi permettant l'avortement sécurisé. Ce mercredi, des militantes féministes ont manifesté à Rabat pour marquer la journée internationale du droit à l'avortement. Agitant des pancartes exigeant l'avortement sécurisé, des militantes féministes ont manifesté mercredi dans la capitale marocaine pour marquer la journée internationale du droit à l'avortement. Le décès d'une adolescente au début du mois à la suite d'une intervention clandestine a ranimé le débat sur la légalisation des avortements. Il y en a plusieurs qui meurent chaque mois, chaque année pour les mêmes raisons, pour l'avortement clandestin et elles ne sont ni écoutées, ni entendues, ni honorées comme on le fait aujourd'hui avec Mariam. Et aujourd'hui, je pense que Mariam, on l'honore elle et on honore toutes celles qui ont péri comme elle. Et on essaye aussi de créer un environnement stable et sain pour toutes les autres qui se retrouveront dans la même situation. Dans le royaume, les avortements sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, excepté lorsque la santé de la femme est en danger.
Face aux centaines d'avortements clandestins pratiqués quotidiennement, souvent dans des conditions épouvantables, une commission officielle a recommandé en 2015 de légaliser la procédure dans des circonstances particulières, notamment en cas de viol ou d'anomalie grave du fœtus. Mais en dépit des pressions exercées par les défenseurs des droits des femmes, aucune réforme législative n'a donné suite à ces recommandations. En Russie, Vladimir Poutine prononcera un discours demain vendredi lors d'une cérémonie officielle en Russie. Le pays pourrait entériner l'annexion des territoires ukrainiens lors de cette sortie. Vladimir Poutine officialisera ce vendredi l'annexion des 4 territoires ukrainiens que l'armée russe occupe depuis le début de la guerre. L'annonce intervient après l'organisation de référendums la semaine passée, fortement contestés par la communauté internationale. Ces territoires représentent entre 15 et 20% de la superficie du territoire ukrainien. En 2014, la Russie avait déjà procédé de la même manière en annexant la péninsule de Crimée, qui est depuis restée dans le giron de Moscou, malgré les protestations de l'Europe et des États-Unis. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbn.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.